Bonjour. Est-ce que vous considérez qu'une étape est franchie dans votre ville, dans la détermination et la brutalité des narcotrafiquants? Si l'hypothèse qui, au moment où on parle, est la plus probable, d'un assassinat d'intimidation devait être confirmée, alors oui, on a franchi un cran. Et pas n'importe quel cran. Vous parliez tout à l'heure de l'assassinat du juge Michel. C'était en 1981, c'est-à-dire que Marseille, la France d'ailleurs, n'avait pas connu d'assassinat de la société civile, entre guillemets, euh, aussi violent depuis quasiment 45 ans. Et si ça devait être confirmé, ce serait en effet un séisme, ce serait aussi un défi qui est lancé à l'État. Mais il faut rester évidemment prudent, même si je crois que d'heure en heure, on s'approche de cette conclusion qui consiste à dire que soit Amin Kessassi, soit son frère était visé. Vous l'avez dit, vous avez rappelé le profil du jeune qui a été assassiné. C'était un jeune sans histoire. La police, évidemment, a regardé ça de près. C'était quelqu'un qui voulait devenir policier, qui avait échoué son premier examen, qui recommençait, et donc qui était vraiment assidu, qui voulait vraiment devenir gardien de la paix. Et c'est évidemment... D'abord, moi, je pense évidemment à la famille d'Amin Kessassi, que je connais, à ses parents, à ses sœurs, particulièrement à lui, qui est, comme vous pouvez l'imaginer, il est dévasté. Il faut aujourd'hui que la réponse, elle soit au niveau de ce qu'on peut envisager comme étant le pire, c'est-à-dire un assassinat d'intimidation. Dans quelques jours, enfin, il y a beaucoup d'hypothèses, hein, dans quelques jours, il va y avoir le procès des assassins de son grand frère. On peut tout imaginer. Or, il faut une réponse. Vous savez qu'à Marseille, on a un procureur de la République et un parquet qui sont parmi les meilleurs de France sur ces questions-là, et on a une police qui ne va rien lâcher. Et il ne faut rien lâcher face à ce que vous avez qualifié de mafia. Je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. C'est un cartel. Ce sont de narcotrafiquants. La première fois que j'ai utilisé ce terme en 2021, les gens me disaient « tu exagères ». Non, ce sont des gens qui s'organisent. Les chefs ne sont pas là. Il ne faut pas simplement couper les tentacules de la pieuvre. Il faut lui couper la tête. Parce que si on en est à avoir ce genre d'assassinat, c'est l'état de droit qui est mis en cause. Or, la France ne peut pas accepter que l'état de droit soit mis en cause. Monsieur le maire, on va entrer ensemble, si vous le voulez bien, dans les réponses. Quelle réponse précise apporter? Mais d'abord, je voudrais vous poser une question. Vous avez eu au téléphone depuis hier soir, ou bien est-ce que vous avez vu Amin Kessassi? Je l'ai eu au téléphone. Vous savez que Amin est sous protection policière. Je ne peux pas dire, je ne sais pas où il est. Je l'ai eu au téléphone. Il est évidemment dévasté. Vous pouvez imaginer la souffrance, la culpabilité qu'éprouve Amin, et je pense qu'il faut le respecter. Il faut comprendre qu'il a son deuil à faire, et si tant est qu'il puisse faire un deuil de cette nature-là. Pour lui, parce que c'est son combat, il a une association qui s'appelle Conscience, je crois que vous en avez parlé. Il passe sa vie à expliquer, à parler. C'est une association qui va dans tous les quartiers de Marseille, qui parle aux plus jeunes et qui explique tous les dangers que représente l'attrait de cet argent facile, l'attrait de cette vie qui en réalité n'est qu'une vie de sang, de meurtre, de peine et d'horreur. Bon. Avec d'autres... Benoît Payan. Oui. Pardon, je suis contraint de vous interrompre. Est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, rester encore quelques minutes avec nous? Parce que j'ai, pour ma part, encore beaucoup de questions à vous poser. Il y a ici avec moi en plateau Frédéric Ploquin, qui connaît très bien les questions du grand banditisme. Il y a Alexa Guillet du service police-justice TF1 LCI, Raquel Garrido, Arlette Chabot. On a tous de nombreuses questions avec Pascal Perry à vous poser, mais il faut que nous marquions une très courte pause. Restons ensemble, chers amis qui nous faites confiance chaque matin. On s'arrête quelques minutes tout juste. À tout de suite. Rebonjour, bonjour si vous nous rejoignez, nous vous parlons ce matin de Mohamed Kessassi, 20 ans. C'est un jeune homme qui avait pour projet dans la vie de devenir policier, gardien de la paix. Évidemment, en toute logique, totalement inconnu des services de police. Son projet était justement de rejoindre les forces de l'ordre. Nous sommes à Marseille, 4e arrondissement. Hier, il est assassiné par balle alors qu'il était au volant d'une voiture.
Mohamed Kessassi, c'est le petit frère d'Amin Kessassi, qu'on connaît parce que c'est un militant anti-narcotrafic. Il avait même rencontré Emmanuel Macron quand le président de la République était allé à Marseille pour le Grand Marseille, pour justement le grand plan de soutien à la cité phocéenne. Nous sommes en ligne avec le maire de Marseille, Benoît Payan, qui tout à l'heure nous disait oui, une étape a été franchie si se confirme la thèse évoquée d'ailleurs par le procureur de la République de ce qu'on appelle un assassinat d'intimidation. Avant que nous nous quittions, monsieur le maire, je voulais vous interroger sur ce qu'il convient de faire maintenant. Le constat, vous l'avez posé. Comment on fait pour que ces narcotrafiquants subissent un coup d'arrêt ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'avais évoqué dès 2021 la création d'un parquet spécialisé. Ça avait suscité de la polémique d'ailleurs sur les plateaux de télévision avec une levée de boucliers en disant que l'arsenal était suffisant. Or, il s'est avéré que ça n'est pas suffisant. Ce sont des gens qui sont organisés. Ils sont organisés en cartel. Les gens qui dirigent le narcotrafic à Marseille, comme d'ailleurs sur le reste de l'Hexagone, ne sont pas là, ne sont pas à Marseille. Certains sont en prison, dans des mesures d'isolement que je crois et que j'espère les plus claires et les plus dures possibles, et d'autres sont à l'étranger. Il ne suffit pas de couper, c'est ce que je vous disais, les tentacules de la pieuvre, il faut lui couper la tête. Comment est-ce qu'on fait ? On remonte les pistes financières, c'est-à-dire qu'il y a des pistes de blanchiment, on parle de millions et de millions d'euros. On se spécialise, et c'est ce que fait évidemment la police judiciaire et le parquet, pour remonter les armes. Parce qu'il y a aussi un trafic d'armes qui va avec et qui est extrêmement important. Et puis, on intensifie la lutte contre le narcotrafic pour être... et ensuite, on reviendra sur le cas spécifique de Mohamed Kessassi et d'Amin. Mais on a connu, évidemment, pendant des années, on avait une moyenne, et c'est un décompte macabre que je me vois obligé de faire parce que je veux être absolument transparent avec vous. On avait une vingtaine d'homicides liés au trafic de stupéfiants. On est monté jusqu'à 50 dans les années 2022-2023. Puis on est redescendu à 18 l'année dernière, à 8 cette année. C'est-à-dire que la lutte permanente contre le narcotrafic fait que les homicides liés au narcotrafic baissent. Sauf que là, on parle de quelque chose qui est différent. Et si la thèse évoquée par le procureur de la République, celle que vous évoquez, celle à laquelle moi aussi j'adhère, mais encore une fois, j'ai besoin d'avoir évidemment tous les éléments pour en être persuadé. Si il s'agit désormais d'assassinat ciblé, d'assassinat d'intimidation, on passe dans une autre dimension. Bon, alors, et là, on n'a plus simplement affaire à des narcotrafiquants qui se battent, qui assassinent, qui sèment la mort autour d'eux, parce que à chaque fois, c'est des drames pour des familles, pour des quartiers, pour des gens entiers. Là, on est vraiment sur de l'intimidation. Benoît Payan. Et on se demande où ça va s'arrêter. Benoît Payan, on ouvre justement, parce qu'on se demande où ça va s'arrêter. Ça nous permet d'ouvrir un peu le débat. Je suis, vous le savez, avec Frédéric Ploquin, Pascal Perry notamment, Raquel Garrido est là, Arlette Chabot, Alexandra Guillet. Est-ce que c'est l'état de droit qui vacille ? Oui. Alors, je vous donne mon point de vue à tous sur le plateau. C'est un sujet complexe. C'est un marché mondial, la drogue. Vous ne serez pas étonné que j'ai une approche économique. De 300 à 500 milliards. 300 à 500 milliards de dollars chaque année, selon McGill University, qui est une très grande université canadienne. La drogue, c'est trois choses. De la production, de la logistique, de la distribution. Comme n'importe quel marché. Et vous avez, dans certains États, des décisions qui font de la drogue des politiques publiques. Je dis bien, je parle de politique publique, c'est-à-dire de politique d'encouragement. Plus ou moins forte, plus ou moins nette. Le Mexique, les pays d'Amérique du Sud, dans lesquels d'ailleurs des candidats à l'élection présidentielle, des parlementaires, des juges ont été assassinés par le cartel, cette autorité invisible, si vous voulez, parce qu'ils voulaient lutter contre la drogue. Donc, quand on arrête quelqu'un à Marseille ou ailleurs, on arrête l'épicier du coin. Vous voyez l'image que c'est-à-dire que vous arrêtez le dernier distributeur. Il faudrait remonter aux dégroupeurs, aux grossistes et aux producteurs. Bon. Frédéric. Et c'est en cela que c'est très compliqué et que de mon point de vue, je termine par cette phrase, la guerre est perdue. Alors, Pascal Perry nous dit carrément la guerre est perdue. Parce qu'on ne fait pas la guerre. Monsieur le maire, vous intervenez quand vous voulez, bien sûr, mais Frédéric Ploquin, juste un mot pour vous, Frédéric Ploquin. Est-ce qu'aujourd'hui, les narcotrafiquants sont plus forts que l'État ?
Alors, moi je pense que l'État a marqué des points à Marseille ces dernières années. La comptabilité morbide à laquelle on se livre est importante quand même. Comme le rappelait le maire de Marseille, on a une chute des règlements de compte parce que globalement il y avait une guerre entre deux organisations criminelles locales, on va dire, et qu'elle s'est arrêtée faute de combattants puisqu'ils ont tous été quasiment éliminés et ceux qui ne l'ont pas été se sont réfugiés en Algérie ou au Maroc. Donc on n'en parle plus pour l'instant de cette guerre-là. Ça ne veut pas dire que l'État a gagné, mais je crois qu'il faut quand même faut revenir aussi 2 secondes dans la tête des narcotrafiquants. Il y a une information extrêmement importante qui est passée inaperçue, qui a livré tout à l'heure, qui a rappelé Benoît Payan, c'est qu'en réalité le procès criminel de l'assassinat du premier frère d'Amin Kessassi doit s'ouvrir prochainement. Il y a de fortes probabilités qu'en réalité, si vous voulez, cet assassinat cette exécution ne soit pas seulement une histoire d'intimidation, mais en gros, une espèce de suite, un règlement de compte du règlement de compte. Et comme on en a souvent à Marseille, c'est-à-dire que ils ne lâchent jamais. C'est une espèce de vendetta d'état d'esprit dans laquelle ils sont. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut tuer ceux qui risquent de vous faire trébucher. Il faut se venger systématiquement. Et donc pour moi, ça sent beaucoup la vengeance. On se venge avant un procès dont on sait qu'il va servir de tribune pour taper sur le narcotrafic et rappeler, d'accord. C'est pour ça qu'il était sous protection policière récemment. C'est justement précisément à l'approche de ce procès-là. Parce qu'en fait, on va dire la vengeance est un plat qui se mange chaud, froid, tiède, brûlant. Ils s'en foutent, ils vont jusqu'au bout. Et donc là, l'idée, pour moi, on est plus dans ce schéma-là. Et ça, l'État n'y peut strictement rien. Quand vous avez une famille qui a décidé de dégommer une autre famille, à Marseille, on l'a vu, ils vont jusqu'au bout, ils tuent tout le monde, ils brûlent tout le monde, etc. Et il n'y a rien, même la police ne les arrête pas. Alors, je ne vous parle même pas de la menace de la prison. Ils n'en ont rien à foutre. En réalité, ils vont jusqu'au bout. Et s'il faut tuer quelqu'un, ils le font, quitte à mourir au passage. Le principe d'un comportement mafieux, c'est que la mafia, en réalité, a pour objectif de se substituer à la puissance publique. Voilà ce qui se passe, qu'on a pu constater à Naples, à la grande époque, dans les pays d'Amérique du Sud, Amérique centrale. Que l'État ne fait rien. Non, mais il y a une volonté de substitution, en tout cas un objectif. L'État ne se prend pas pour les. Il y a un objectif. Est-ce que, monsieur le maire, vous avez le sentiment d'être remplacé ? Non, c'est pas. D'abord, ici, évidemment, la ville, c'est pas l'État. Et ensuite, je crois que la France, ça n'est pas l'Italie des années 70, ça n'est pas le Mexique, et que la réaction, elle doit être claire, nette, précise et sans état d'âme. La réaction, elle doit être une réaction de fermeté absolue. L'État ne peut pas être mis en cause par une organisation criminelle, quelle qu'elle soit. L'État de droit, la France, 6e puissance du monde, ne peut pas être provoqué par qui que ce soit. Et donc, évidemment, tout le monde en a conscience. J'ai eu le ministre de l'Intérieur, tous les services de l'État, et notamment les services de police, les services de la justice, sont aux trousses des assassins. Tout est fait pour les retrouver, pour remonter la ville, parce qu'on ne peut pas laisser passer. Si, encore une fois, la thèse de l'assassinat, d'intimidation, de vendetta, alors je ne sais pas, ça moi je ne peux pas m'exprimer sur est-ce que c'est une vendetta, est-ce que c'est une intimidation, mais si l'intimidation, c'est-à-dire en fait faire taire Amin Kessassi, faire taire tous ceux qui parlent, faire taire tous ceux qui se lèvent pour dire que on ne veut plus les voir, qu'ils n'ont pas leur place, que leur place c'est en prison, qu'ils ne peuvent pas avoir 1 centimètre de terrain. Si cette thèse est confirmée, alors la réponse, de toute façon, la réponse doit être, et elle est coordonnée, vous l'avez dit, je ne sais plus quel intervenant sur le plateau, quel journaliste sur le plateau disait que oui, en effet, il y a des avancées. On est passé d'un monde à un monde en 5 ans, en termes de moyens de police judiciaire, en termes de moyens de police financière, en termes de surveillance du territoire, les services de la ville, le CSU, la police municipale qui, même si elle n'est pas formée, aide au renseignement, donne des éléments qui permettent une élucidation d'enquête qui est bien plus importante que ce qu'elle n'était en 2020. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Et donc, on peut se questionner sur quel est le modus vivendi de cette organisation criminelle quand elle fait ou quand elle franchit le pas, si c'est ce qui s'est passé, qu'elle a franchi hier soir. Ça, c'est extrêmement préoccupant. Et là, l'État ne peut pas rester, et je ne peux pas imaginer une seule seconde que l'État reste les bras croisés. Je crois que la réponse doit être radicale
et sans état d'âme. Merci beaucoup, monsieur le maire. Benoît Payan, on me dit que nous devons vous libérer, donc je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin.